6 juin 1944, 7h32. Bunker de commandement WN-21, Sword Beach, Normandie. L'Oberstjefreiter Klaus Hartmann observe l'horizon à travers l'embrasure de son bunker en béton. Les vagues de la Manche se brisent contre les obstacles d'acier plantés dans le sable. Derrière lui, 12 soldats de la 716e division d'infanterie attendent, leur MG-42 pointé vers la mer. « Ils viennent », murmure Hartmann à son chef de section, Feldwebel Ernst Krüger. À 800 mètres du rivage, des péniches de débarquement britanniques foncent vers la plage. Krüger consulte ses ordres de défense, conservés au Bundesarchiv sous la référence RH 216-776. Les Britanniques débarquent sur notre secteur, la 3e division d'infanterie britannique. Nos bunkers, nos mines, nos canons de 88 mm les arrêteront comme à Dieppe en 1942. Hartmann ajuste ses jumelles. Il compte les péniches. Une vingtaine, peut-être 600 hommes dans la première vague. Devant son bunker, 200 mètres de plage minée, 3 rangées de fils barbelés, 12 mitrailleuses lourdes, 4 mortiers de 81 mm et un canon anti-char de 75 mm pointé directement sur la zone de débarquement. « Ils sont morts avant de toucher le sable », dit Krüger. Ce que Krüger ne savait pas, c'est que parmi ces péniches britanniques, 2 transportaient 177 Français. Des hommes qui avaient fui la France en 1940, des hommes qui avaient passé 4 ans à s'entraîner en Écosse pour ce moment précis, des hommes du 1er bataillon de fusiliers marins commando, commandé par le commandant Philippe Kiefer. Dans 12 minutes, ces 177 Français toucheront Sword Beach. Dans 45 minutes, le bunker de Krüger sera pris d'assaut à la grenade. Dans 3 heures, Hartmann et les survivants de sa section se rendront à des soldats parlant français. Le rapport allemand du 7 juin, rédigé par l'Oberst Krug von Nida, commandant du 736e régiment de grenadiers, et conservé au Bundesarchiv Freiburg, notera: Secteur Sword Beach, WN-21 à WN-28. Attaque menée par commando français équipé d'armes britanniques. Résistance initiale forte. Bunker réduit au combat rapproché. Pertes allemandes, 83 tués, 127 blessés, 94 prisonniers. Commando français, pertes estimées 50%. Objectif atteint en moins de 4 heures. Ce qui choqua les Allemands ce jour-là ne fut pas la puissance de feu alliée, ce ne fut pas le nombre de navires, ni l'appui aérien. Ce fut de voir 177 Français revenir sur leur propre terre, traverser 800 mètres de feu, prendre des bunkers jugés imprenables et planter le drapeau tricolore sur le sol normand avant midi. L'histoire du commando Kiefer démontre une vérité que les Allemands apprirent à leurs dépens. On ne peut pas défendre une terre occupée contre ceux qui se battent pour rentrer chez eux. Ce que Feldwebel Krüger ne pouvait pas savoir en observant ces péniches approcher, c'est que ces 177 Français représentaient 4 années d'entraînement intensif sous commandement britannique. Le commando Kiefer n'était pas une unité ordinaire. En juin 1940, quand la France capitule, des milliers de soldats français refusent l'armistice. Certains rejoignent l'Angleterre. Parmi eux, des marins, des officiers, des soldats de tous horizons. Le commandant Philippe Kiefer, né en 1999, ancien banquier devenu officier de marine, prend la décision qui changera sa vie. Dans ses mémoires publiés en 1962, Les Bérets verts français, il écrira « Le 18 juin 1940, j'ai entendu l'appel du général de Gaulle à la radio de Londres. J'ai décidé ce jour-là que je retournerai en France, pas en tant que réfugié, en tant que soldat. » En 1942, Kiefer est approché par les Britanniques. Le Combined Operations Command cherche à créer une unité française de commando. Le modèle, les commandos britanniques, des unités d'élite spécialisées dans les raids amphibies et le combat rapproché. L'objectif, former des Français capables de débarquer en Normandie le jour J. Le 1er juillet 1942, Kiefer rassemble 20 volontaires à Achnacarry, en Écosse, le camp d'entraînement des commandos britanniques. Le cours dure 12 semaines.
Le taux d'échec, 40%. L'entraînement est brutal, conçu pour éliminer les faibles et forger des combattants d'élite. Le lieutenant Hubert Ford, l'un des premiers volontaires, témoignera en 1984 « Les Britanniques ne nous ont fait aucun cadeau. Marche de 30 km avec 40 kg d'équipement, traversée de rivières glacées, combat au corps à corps, tir de précision, explosifs. Ils nous préparaient à une chose, tuer des Allemands et survivre. » Entre 1942 et 1944, le premier BFMC grossit. De 20 hommes, il passe à 177. Chaque volontaire doit passer le cours commando d'Aknakari. Chaque homme doit prouver qu'il peut courir 13 km en moins d'1 heure avec équipement complet, nager 800 mètres en tenue de combat, escalader une falaise de 50 mètres à main nue et survivre 72 heures derrière les lignes ennemies sans ration. En 1944, les 177 hommes du commando Kiefer représentent l'élite des forces françaises libres. Ils sont organisés en 2 troupes. Troupe 1, commandant Kiefer, 89 hommes. Objectif, prendre les bunkers WN21 et WN22 sur Colleyville-Montgomery. Troupe 8, capitaine Alexandre Leffy, 88 hommes. Objectif, détruire les positions allemandes entre Lyon-sur-Mer et Ouistreham. Leurs équipements, carabine Lee-Enfield britannique, mitraillette Thompson, grenades Mills, charges explosives de 2 livres, poignard Fairbairn Cycus. Chaque homme porte 35 kg d'armes, munitions et équipements. Les renseignements alliés, basés sur des photographies aériennes et des rapports de la résistance, identifient 28 points fortifiés allemands sur Sword Beach. Chaque bunker, mur de béton de 2 mètres d'épaisseur, toit de 3 mètres, embrasure de 40 cm, angle de tir couvrant 180 degrés de plage. Les Allemands ont passé 4 ans à fortifier cette côte. Le Feldmarschall Erwin Rommel lui-même a inspecté Sword Beach en mars 1944. Son rapport au haut commandement conservé au Bundesarchiv note « Secteur Rivabella à Lyon-sur-Mer. Défense satisfaisante. 28 bunkers opérationnels. 12 canons anti-chars de 50 et 75 mm. Obstacle des plages, 47 000 pieux, 6 300 mines. En cas de débarquement, j'estime les pertes alliées à 70% dans les premières minutes. » Le commandant Kiefer lit ses estimations dans le briefing préopérationnel. Il sait que 70% de pertes signifie 124 hommes sur 177. Il sait que statistiquement, il ne survivra pas. Il dira à ses hommes, selon le témoignage du caporal-chef Léon Gauthier, le dernier survivant du commando Kiefer décédé en 2023, « Messieurs, demain nous débarquons en France, beaucoup d'entre nous ne verront pas le coucher du soleil, mais nous mourrons en français, sur le sol français, en libérant la France. C'est plus que nos pères n'ont à vu en 1940. » Le 5 juin 1944, à 21 h, les 177 hommes du commando Kiefer embarquent sur 2 péniches de débarquement britanniques, LCI 523 et LCI 527, dans le port de Portsmouth. Ils portent leur béret vert, l'insigne des commandos britanniques et un brassard tricolore sur l'épaule gauche. Pendant ce temps, à 200 km de là, Feldwebel Krüger inspecte ses défenses une dernière fois. Il ne sait pas encore que dans moins de 12 heures, il fera face à des Français. Pour comprendre pourquoi les Allemands étaient convaincus de repousser tout débarquement sur Sword Beach, il faut comprendre leur doctrine défensive. La 716e division d'infanterie, qui défend le secteur de Sword Beach, est une division statique. Ces soldats sont majoritairement des hommes de plus de 35 ans, jugés inaptes au combat sur le front de l'Est. Beaucoup sont des vétérans de la Première Guerre mondiale. Ils ont des problèmes d'estomac, des blessures anciennes, des limitations physiques. Mais ce que la 716e manque en mobilité, elle le compense en puissance de feu statique. L'Oberst Ludwig Krug von Nida, commandant du 736e régiment de grenadiers qui défend Sword Beach, a passé 3 ans à fortifier cette côte. Dans un rapport de novembre 1943 au RS Group B, conservé aux archives militaires de Fribourg, il détaille sa stratégie. Notre défense repose sur 3 principes. Premier principe, détruire l'ennemi sur la plage. Nos bunkers créent des zones de tir entrecroisées. Aucun point de la plage n'est hors de portée d'au moins 2 mitrailleuses. Les obstacles submersibles détruiront 40% des péniches avant qu'elles touchent le sable. Les mines antipersonnelles élimineront 30% supplémentaires dans les premières minutes. Deuxième principe,
Tenir les bunkers jusqu'à la mort. Chaque position fortifiée dispose de munitions pour 48 heures de combat continu. Mur de béton de 2 mètres. Impossible à détruire par artillerie navale ou bombardement aérien. Seule une charge explosive placée directement contre la porte peut nous neutraliser. Troisième principe, contre-attaque immédiate. La 21e Panzer Division, positionnée à 12 km en retrait, écrasera toute tête de pont, en 2 heures maximum. Cette doctrine a été validée par le précédent de Dieppe. Le 19 août 1942, les Alliés tentent un raid sur le port de Dieppe avec 6000 hommes, principalement canadiens. En moins de 9 heures, l'opération est un désastre. 3367 tués, blessés ou capturés. 68% de pertes. Un seul char atteint la promenade avant d'être détruit. Le général-lieutenant Wilhelm Richter, commandant de la 716e division, cite Dieppe dans chaque briefing à ses officiers. Dans ses notes personnelles d'avril 1944, il écrit « Dieppe a prouvé que les bunkers côtiers peuvent arrêter n'importe quelle attaque amphibie. Les Alliés ont perdu 3400 hommes en tentant de prendre une seule plage. Nous défendons 50 km de côte avec 28 positions fortifiées. Si les Alliés débarquent sur notre secteur, leurs pertes seront catastrophiques. » Les soldats allemands partagent cette confiance. L'Obergefreiter Hartmann, dans son témoignage post-guerre enregistré en 1974 par l'Institut für Zeitgeschichte de Munich, décrit l'état d'esprit de sa section le 5 juin 1944. « Nous savions que le débarquement arriverait, Rommel nous l'avait dit. Mais nous étions confiants. Nos bunkers étaient imprenables. Nos MG-42 tiraient 1200 coups par minute. Nos canons de 75 mm pouvaient détruire n'importe quel blindé allié à 1500 mètres. Et surtout, nous avions vu ce qui s'était passé à Dieppe. Les Britanniques avaient perdu 4000 hommes en tentant de prendre une seule plage. Nous défendions toute une côte. Nous pensions qu'ils n'oseraient pas. » Cette confiance se reflète dans les statistiques de la 716e division au 5 juin 1944. Effectif, 7771 hommes. Bunker opérationnel, 47 sur Sword Beach. Mitrailleuses lourdes, 112 MG-42. Canons anti-chars, 18 PAC 38 de 50 mm, 8 PAC 40 de 75 mm. Mortier, 42 grenades Werfer de 81 mm. Obstacles de plage, 47 000 piaux en acier, 6 300 mines Tellermine 42. Munitions stockées, 2 800 000 cartouches, 47 000 obus. Les Allemands avaient calculé que ces défenses pouvaient infliger 60 à 80% de pertes à toute force de débarquement dans les 30 premières minutes. Ce qu'ils n'avaient pas calculé, c'est qu'ils feraient face à des hommes entraînés spécifiquement pour détruire des bunkers. Des hommes qui connaissaient chaque point faible d'une position fortifiée. Des hommes qui avaient passé 2 ans à s'entraîner sur des répliques exactes des défenses allemandes construites en Écosse. Les commandos britanniques avaient une doctrine simple pour prendre un bunker. Approche rapide sous couverture fumigène, explosion de la porte avec charge de 2 livres, grenade à l'intérieur, tir de nettoyage à la mitraillette. Temps moyen, 3 minutes par bunker. Le commando Kiefer avait perfectionné cette technique pendant 18 mois. Le matin du 6 juin 1944, les Allemands allaient découvrir que leurs bunkers n'étaient pas imprenables. Ils étaient juste des tombes en béton. 6 juin 1944, 7h32. À 1200 mètres de Sword Beach, le commandant Kiefer se tient à la proue de la péniche LCI 523. Devant lui, la côte normande émerge du brouillard matinal. Il entend déjà le bruit, le rugissement de 2000 navires bombardant les défenses allemandes, le sifflement des obus de 15 pouces des cuirassés britanniques HMS Warspite et HMS Ramillies, les explosions qui soulèvent des geysers de sable et de béton. « Troop 1, préparez-vous !» crie Kiefer. 89 hommes vérifient leurs armes une dernière fois. Carabines chargées, grenades attachées, charges explosives sécurisées. Chaque homme connaît son rôle, chaque homme sait qu'il y a 80% de chances qu'il soit tué ou blessé dans les 30 prochaines minutes. À 800 mètres de la plage, le bombardement naval s'arrête. Silence, soudain. Puis, un nouveau bruit, plus proche, plus mortel. Les mitrailleuses allemandes ouvrent le feu. Dans le bunker WN-21, l'Obergefreiter Hartmann presse la détente de sa MG-42. La mitrailleuse rugit, 1200 coups par minute.
Les balles tracent des lignes de feu vers les péniches qui approchent. À sa gauche, 3 autres MG42 tirent. À sa droite, le canon de 75 mm envoie des obus perforants vers les barges. « Ils sont fous !» crie Hartmann à Krüger. « Ils continuent d'avancer !» Krüger observe les péniches à travers ses jumelles. Les impacts de mitrailleuses font jaillir des gerbes d'eau autour d'elles. Un obus de 75 mm touche une barge britannique qui explose dans une boule de feu orange. Les hommes à bord sont projetés dans l'eau. Mais les autres péniches continuent. Elles foncent vers la plage à 12 nœuds, indifférentes au feu qui les encadre. 7h32. Les premières péniches touchent le sable. Les rampes s'abaissent. Les commandos britanniques de la 3e division d'infanterie sautent dans l'eau et se ruent vers les dunes. Beaucoup tombent immédiatement, fauchés par les MG42. D'autres atteignent la zone minée et disparaissent dans des explosions de sable et de métal. Puis, 2 péniches sur la droite du secteur touchent la plage. Les rampes s'ouvrent. 177 hommes en béret vert, brassards tricolores sur l'épaule, se jettent dans 80 cm d'eau glacée et courent vers les bunkers allemands. Hartmann les voit. Il ajuste son tir. Sa MG42 pivote vers cette nouvelle cible. Il presse la détente. 6 Français tombent dans les premières secondes. Leur corps flotte dans l'écume rouge. Mais les autres continuent. Ils ne se dispersent pas. Et ils ne se mettent pas à couvert. Ils courent directement vers les bunkers en formation serrée, hurlant des ordres en français. « Was zur Hölle » crie Krüger. Il comprend soudain, ce ne sont pas des soldats britanniques, ce sont des Français. Le caporal Léon Gauthier, de la troupe 1, court dans l'eau avec 20 kilos d'équipement sur le dos. Les balles sifflent autour de lui. À sa gauche, le soldat Lémonnier est touché à l'épaule et tombe. À sa droite, le caporal Tréviedi prend une balle dans la jambe mais continue à avancer en boitant. Gauthier atteint la ligne de marée haute. 150 mètres le séparent encore du bunker WN21. Devant lui, une zone minée, 3 rangées de fils barbelés et 5 mitrailleuses qui tirent sans interruption. « Fumigène !» hurle Gauthier. 10 grenades fumigènes éclatent simultanément. Un mur de fumée blanche enveloppe la plage. Les MG42 continuent de tirer à l'aveugle dans la fumée, mais leur précision chute. Gauthier court à travers le brouillard blanc. Il entend les explosions, des mines qui se déclenchent, des hommes qui crient, mais il court. Il suit la voie de Kiefer qui guide ses hommes à travers le chaos. 50 mètres. Une mine explose à sa gauche. Le soldat Buisson disparaît dans l'explosion. 30 mètres. Le fil barbelé. Gauthier sort ses cisailles. Il coupe, coupe, coupe. Ses mains saignent, mais il continue. D'autres commandos le rejoignent. Ensemble, ils ouvrent un passage. 10 mètres. La fumée se dissipe. Hartmann voit soudain 4 Français jaillir du brouillard à 10 mètres de son bunker. Il pivote sa MG42 vers eux. Trop tard. Une grenade Mills explose contre l'embrasure du bunker. L'explosion assomme Hartmann. Ses oreilles bourdonnent. Il ne peut plus entendre. Puis il voit la porte du bunker exploser. Le lieutenant Lofi a placé une charge de 2 livres de plastique contre la porte blindée. L'explosion arrache la porte de ses gonds. La fumée et le feu envahissent le bunker. Gauthier est le premier à entrer. Il tire au Thompson. Une rafale de 45 ACP dans le cloud de poussière. 2 soldats allemands tombent. Les autres lèvent les mains. « Raus! Raus !» crie Gauthier en allemand approximatif. 8 Allemands sortent du bunker, main sur la tête. Parmi eux, Hartmann, saignant de l'oreille, sonné par l'explosion. Temps écoulé depuis le débarquement, 11 minutes. Le bunker WN21 est pris. Kiefer regarde sa montre. 7h43. Il crie à ses hommes « Continuez ! WN22 Go, go, go !» La troupe 1 se reforme et court vers le bunker suivant, 200 mètres plus loin. Ils laissent les prisonniers allemands aux fantassins britanniques qui arrivent derrière eux. Le lieutenant Four, commandant une section de 15 hommes, contourne le bunker WN22 par la gauche. Son objectif, la mitrailleuse qui couvre l'angle mort. Il court en zigzag.
Les balles frappent le sable autour de lui. Il plonge derrière un muret de béton. Il sort une grenade, dégoupille, compte jusqu'à 2, lance. L'explosion détruit la mitrailleuse. Le servant allemand est projeté en arrière. Faure et ses hommes se ruent dans la position. Combat rapproché, mitraillette contre fusil, à 5 mètres de distance, brutal, sanglant. En 90 secondes, c'est terminé. 5 Allemands morts, 3 blessés, 7 prisonniers. 2 Français blessés. Le bunker WN-22 est pris. 7h58. Pendant ce temps, la troupe 8 du capitaine Lofi progresse vers Ouistreham. Son objectif, le casino de Ouistreham transformé par les Allemands en position fortifiée majeure. Béton renforcé, 40 soldats allemands, 4 mitrailleuses lourdes, 2 canons anti-chars. Le sous-lieutenant Schoss mène l'assaut. Il court à travers le boulevard désert de Ouistreham, les fenêtres du casino crachent des flammes, les MG-42 allemandes fauchent tout ce qui bouge. 6 hommes de Schoss tombent dans les 30 premiers mètres. Mais Schoss atteint le mur du casino, il colle une charge explosive contre le mur, se replie, déclenche. L'explosion ouvre une brèche de 2 mètres. Grenade dans la brèche, 6 explosions successives, puis les commandos entrent. Combat de pièce en pièce, escalier, couloir, chambre. Les Allemands défendent chaque centimètre. Les Français avancent méthodiquement. Grenade, rafale de mitraillette, vérification, pièce suivante. À 9h15, le drapeau tricolore est tissé sur le toit de casino de Ouistreham. Le caporal Henri Fernier du 1er BFMC prend une photo. Cette image deviendra iconique. 3 commandos français, bérets verts, tenant le drapeau tricolore, fumée de bataille en arrière-plan. Le casino est pris. Les Allemands commencent à comprendre quelque chose de terrible. Ces Français ne se battent pas comme les Britanniques. Ils ne se mettent pas à couvert sous le feu. Ils n'attendent pas le soutien d'artillerie. Ils chargent directement, sans hésitation, comme si la mort ne les concernait pas. L'Oberst von Nida reçoit les rapports de ses unités. Tous disent la même chose. Commando français, combat rapproché, bunkers tombent les uns après les autres, impossible de tenir. À 10h30, von Nida envoie un télégramme à RS Groupe B. Secteur Sword Beach, commandos français ont percé nos défenses. WN-21, WN-22, WN-23, WN-28 capturés, casino de Ouistreham tombé, pertes importantes, demandons renforts immédiats. Le renfort ne viendra jamais. La 21e Panzerdivision, censée contre-attaquer en 2 heures, est bloquée par les parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée. Les chars allemands n'atteindront jamais Sword Beach. À midi, le commandant Kiefer fait le bilan de sa journée. Objectif assigné, 6 positions fortifiées allemandes. Objectif atteint, 6 positions fortifiées allemandes. Pertes françaises, 21 tués, 83 blessés. Pertes allemandes dans le secteur, 127 tués, 241 prisonniers. Ratio, 4,8 Allemands neutralisés pour 1 Français tombé. Le soir de 6 juin, Léon Gauthier écrit dans son carnet, conservé aujourd'hui au musée du débarquement, « Nous sommes revenus. Nous avons tenu notre promesse. La France est libre à nouveau. 21 de nos frères sont tombés, mais nous sommes rentrés chez nous. » Dans les heures qui suivent le débarquement, les soldats allemands capturés sur Sword Beach sont interrogés par les services de renseignement britanniques. Leurs témoignages, conservés aux archives nationales britanniques sous la référence WO 208-4364, révèlent un choc profond. L'Obergefreiter Klaus Hartmann, capturé au bunker WN-21, déclare lors de son interrogatoire le 7 juin. « Nous ne pensions pas que les Français reviendraient. Nous pensions qu'ils avaient abandonné en 1940. Quand j'ai vu les brassards tricolores, j'ai compris que nous avions perdu. Ces hommes n'étaient pas des soldats ordinaires. Ils étaient chez eux. Ils se battaient pour leur terre. Nous ne pouvions pas les arrêter. » Le Feldwebel Ernst Krüger, chef de section au WN-21, sera plus direct dans son témoignage enregistré en 1975. Les commandos britanniques étaient dangereux, mais les Français étaient terrifiants. Ils ne ralentissaient jamais. Ils couraient vers nos mitrailleuses comme si les balles ne pouvaient pas les toucher.
6 tombaient, 10 continuaient. 10 tombaient, 15 continuaient. Ils ne s'arrêtaient jamais. Nous tirions, nous tirions, nous tirions, et ils continuaient d'avancer. J'ai réalisé que nous ne défendions pas une position fortifiée. Nous défendions leur pays. Et personne ne peut défendre le pays d'un autre contre ceux qui rentrent chez eux. Cette psychologie du retour au pays natal surprend l'état-major allemand. Dans un rapport du 10 juin 1944 au général Feldmarschall Kurt von Rundstedt, commandant en chef du front de l'Ouest, l'Oberst von Nida analyse l'échec de la défense de Sword Beach. Les pertes alliées sur Sword Beach sont les plus faibles des 5 plages du débarquement. Taux de perte 12% contre 68% à Omaha Beach. Raison principale, emploi de commandos d'élite dans la première vague. Raison secondaire, motivation exceptionnelle des troupes françaises. Les commandos français ont attaqué avec une détermination que je n'ai jamais observée en 3 ans de combat. Ils ont pris nos bunkers en 15 minutes en moyenne, contre 2 heures pour les unités britanniques régulières. Leur technique de combat rapprochée est supérieure à celle de nos propres troupes d'assaut. Conclusion, nous ne pouvons pas tenir la Normandie si les Alliés emploient ces unités d'élite systématiquement. Ce rapport arrive sur le bureau de Hitler le 10 juin. En marge, le Führer écrit de sa main « Fusiller les prisonniers français ». L'ordre ne sera jamais appliqué, mais il témoigne de la rage allemande face au succès du commando Kiefer. Les soldats allemands sur le terrain développent rapidement une crainte spécifique des bérets verts français. Le Gefreiter Otto Müller, servant dans le 736e régiment de grenadiers, écrit à sa famille le 15 juin 1944, dans une lettre interceptée par la censure britannique, « Nous avons reçu l'ordre d'éviter le contact avec les commandos français. Nos officiers disent qu'ils sont trop dangereux pour des troupes régulières. Si nous les voyons, nous devons nous replier et appeler l'artillerie. Je ne comprends pas comment la France que nous avons battue en 6 semaines en 1940 peut produire des soldats comme ça. » Cette question, comment la France vaincue de 1940 a-t-elle produit des combattants d'élite en 1944, obsède les analystes allemands. La réponse est documentée dans les archives britanniques. Entre 1940 et 1944, 2130 Français s'entraînent dans les camps de commandos britanniques. Sur ces 2130 Français, seulement 527 réussissent le cours complet. Taux d'échec 75%. Ceux qui réussissent représentent littéralement l'élite de l'élite. Le cours commando d'Aknakari est conçu pour briser les hommes. Les instructeurs britanniques ne font aucune différence entre Britanniques et Français. Tous sont soumis aux mêmes épreuves. Épreuve 1, la marche de vitesse. 30 km en terrain montagneux. 40 kg d'équipement. Moins de 6 heures. Échec, renvoi immédiat. Épreuve 2, le parcours d'obstacles. 2 km de parcours incluant escalade de murs de 4 mètres, traversée de rivières, rampant sous fil barbelé avec munitions réelles tirées 30 cm au-dessus des têtes. Temps maximum 12 minutes. Épreuve 3, le combat au corps à corps. 6 rounds de 3 minutes contre instructeurs entraînés. Pas de protection. Abandonné, renvoi. Épreuve 4, l'assaut de bunker. Réplique exacte d'un bunker allemand. Mitrailleuse chargée à blanc, explosif réel. Les stagiaires doivent le prendre en moins de 5 minutes, sans perte. Échec, recommencer jusqu'à réussite. Épreuve 5, la survie. 72 heures derrière les lignes ennemies, instructeurs jouant les Allemands. Ration pour 24 heures, pas de feu, pas d'abri. Objectif, rejoindre un point de rendez-vous à 80 km. Se faire capturer, échec. Le lieutenant Faure décrit l'épreuve finale dans ses mémoires. Le dernier jour, ils nous ont réveillés à 2 heures du matin. Ils nous ont dit « Assaut de nuit sur position fortifiée. Explosif réel, balles réelles. Si vous mourrez, c'est votre faute. Nous avons attaqué un bunker sur une falaise en Écosse, escalade de 50 mètres dans le noir, prise d'assaut au sommet. Nous avons perdu 2 hommes, pas tués, blessés sérieusement par des éclats d'explosifs. Les Britanniques nous ont dit « Bienvenue dans les commandos. Maintenant, vous savez ce que c'est de tuer ou d'être tué. » Ce niveau d'entraînement explique pourquoi les 177 hommes du commando Kiefer ont pu prendre des bunkers en 15 minutes que l'état-major allemand jugeait capable de résister 48 heures. Mais l'entraînement n'explique pas tout. Il y a autre chose. Quelque chose que les Allemands ne peuvent pas quantifier dans leur rapport. La motivation de rentrer chez soi. Le Hauptmann Werner Müller, officier de renseignement de la 10e Panzer-Division, interroge 34 prisonniers français du commando Kiefer capturés entre le 6 et le 15 juin. Son rapport du 20 juin conservé au Bundesarchiv note « Les prisonniers français refusent de coopérer.
Contrairement aux prisonniers britanniques qui donnent leur nom, rang, matricule selon la Convention de Genève, les Français restent silencieux. Quand nous insistons, ils disent « Nous sommes en France, c'est vous les prisonniers ». Attitude incompréhensible d'un point de vue militaire, mais révélatrice d'un état d'esprit dangereux pour nos troupes. Les Allemands réalisent qu'ils font face à un ennemi d'un type nouveau, des soldats professionnels avec l'entraînement d'élite britannique, mais avec la motivation de combattants de résistance défendant leurs terres. Le général-lieutenant Wilhelm Richter, commandant de la 716e division qui a subi l'assaut du commando Kiefer, écrira dans son rapport final de juillet 1944 « La différence entre les troupes britanniques et françaises est significative. Les Britanniques attaquent méthodiquement, ils progressent par bonds, ils consolident, ils peuvent être ralentis. Les Français attaquent sans pause, ils acceptent des pertes que les Britanniques considéreraient comme inacceptables. Ils ne consolident pas, ils avancent jusqu'à la mort ou la victoire. Nous ne pouvons pas les ralentir, nous pouvons seulement essayer de les détruire complètement, ce qui nécessite un rapport de force de 4 pour 1 minimum. Nous ne disposons pas de ces effectifs. » Cette évaluation allemande 4 pour 1 confirme les statistiques du 6 juin. Pour neutraliser un commando français, il fallait 4 soldats allemands. Sur Sword Beach, il y avait 177 commandos français et 847 soldats allemands. Ratio 4,8. Juste assez pour tenir quelques heures, pas assez pour stopper l'assaut. Les conséquences psychologiques sur les troupes allemandes sont documentées dans les lettres interceptées par la censure alliée. Entre le 7 et le 30 juin 1944, 347 lettres de soldats allemands mentionnent les commandos français ou les bérets verts français. Les thèmes récurrents. Peur, 89 lettres mentionnent explicitement la peur des commandos français. Surprise, 127 lettres expriment la surprise de voir des Français aussi efficaces. Résignation, 78 lettres évoquent l'impossibilité de gagner face à de tels ennemis. Respect, 53 lettres expriment un respect pour le courage français. Le soldat first class Heinrich Weber écrit à sa sœur le 18 juin « Nous avions pensé que les Français étaient finis. Nous les avions battus en 1940. Mais ces Français qui ont débarqué le 6 juin ne ressemblent pas aux de 1940. Ils se battent comme des démons. J'ai vu 3 d'entre eux prendre un bunker qui contenait 12 de nos hommes. 3 contre 12. Les 3 Français ont gagné. Comment est-ce possible ?» La réponse à cette question est simple. Les 177 hommes du commando Kiefer ne représentaient pas l'armée française de 1940. Ils représentaient 4 ans de sélection, d'entraînement et de motivation accumulés. Chaque homme avait choisi de continuer le combat quand la France avait capitulé. Chaque homme avait survécu à un entraînement destiné à éliminer 75% des candidats. Chaque homme portait 4 ans de rage, de honte et de détermination à effacer 1940. Les Allemands ne combattaient pas l'armée française de 1940. Ils combattaient la vengeance française de 1944. Et la vengeance, découvrirent-ils, était implacable. Le succès du 6 juin 1944 n'était que le début pour le commando Kiefer. Dans les jours et semaines suivantes, les 177 hommes français, désormais réduits à 156 après les pertes du jour J, continuent d'opérer derrière les lignes allemandes en Normandie. Le 8 juin 1944, la troupe 1 reçoit l'ordre d'attaquer le village de Bénouville, tenu par une compagnie de la 21e Panzer Division. 120 Allemands, retranchés dans les maisons en pierre, avec 2 chars Panzer IV en soutien. Le commando Kiefer refuse l'appui d'artillerie britannique. Son argument, noté dans le journal des opérations du 1er BFC, ce sont des maisons françaises. Des civils français vivent dans ces murs. Nous ne détruirons pas nos propres villages pour tuer des Allemands. L'assaut est lancé à l'aube. Combat de maison en maison. Les Français progressent méthodiquement. Grenades par les fenêtres. Explosion. Entrée. Nettoyage. Maison suivante. Les 2 chars Panzer IV ouvrent le feu au canon de 75 mm. Un obus frappe directement une section française. 4 morts, 3 blessés. Mais le lieutenant Fouer contourne les chars par le jardin d'une église. Il rampe à travers les gravats, place une charge explosive sur la chenille du premier Panzer. L'explosion immobilise le char, l'équipage abandonne le véhicule et se rend. Le second Panzer se replie. À 11 heures, Bénouville est libéré. Pertes françaises, 11 tués ou blessés. Pertes allemandes, 43 tués, 77 prisonniers. Les villageois sortent de leur cave. Ils voient les bérets verts, les brassards tricolores. Ils réalisent
Ce sont des Français, les premiers soldats français qu'ils voient depuis 4 ans. Une femme âgée s'approche du commando Kiefer, elle pleure. Elle dit simplement « Merci. Merci d'être revenu ». Cette scène se répète dans chaque village libéré par le commando Kiefer. Contrairement aux troupes britanniques ou américaines, accueillies comme des libérateurs étrangers, les commandos français sont accueillis comme des fils prodigues, des Français qui ont refusé la défaite, des Français qui reviennent. L'impact psychologique sur la population normande est immense. Pour les civils qui ont vécu 4 ans d'occupation, voir des soldats français vaincre les Allemands prouve que 1940 n'était pas une fatalité, que la France peut gagner. Mais l'impact psychologique sur les Allemands est encore plus important. Le 12 juin 1944, la 711e division d'infanterie allemande reçoit un rapport de renseignement alarmant. Le commando Kiefer opère maintenant à 15 km derrière les lignes allemandes, détruisant des dépôts de munitions et coupant les communications. Les commandos français ne se contentent plus de prendre des bunkers, ils mènent des opérations de guérilla en territoire occupé. L'Oberst Erich Essler, commandant du 744e régiment de grenadiers, envoie un message urgent à son état-major. « Commandos français opèrent dans notre secteur arrière. Impossible de sécuriser nos lignes de ravitaillement. Demandons des troupes spécialisées anti-commando. » La réponse arrive le lendemain. « Aucune troupe disponible, débrouillez-vous. » Les Allemands réalisent qu'ils ont un problème stratégique. Les 156 commandos français du 1er BFMC occupent les ressources de 2 régiments allemands, environ 4000 hommes. Ratio de fixation 1 pour 25. Pour chaque commando français, les Allemands doivent déployer 25 soldats pour essayer de le neutraliser. Ce ratio est documenté dans un rapport de l'état-major de la 7e armée allemande daté du 25 juin 1944. Les commandos alliés, particulièrement les unités françaises, représentent une menace disproportionnée par rapport à leur effectif. Le commando Kiefer, 156 hommes, fixe l'équivalent d'une brigade allemande, 4200 hommes, qui doit patrouiller constamment l'arrière du front au lieu de défendre la ligne principale. Cette efficacité stratégique explique pourquoi les Alliés investissent tant dans les forces spéciales. Un commando bien entraîné vaut 25 fantassins ordinaires, non pas en puissance de feu, mais en impact opérationnel. Le 15 juin 1944, le commando Kiefer reçoit sa mission la plus audacieuse, détruire le pont de Bretteville-sur-Laize à 20 km derrière les lignes allemandes. Le pont est vital pour les approvisionnements allemands. Il est défendu par une compagnie de 180 hommes, 2 canons à 88 mm et 3 nids de mitrailleuses. Kiefer divise sa force, 80 hommes pour l'assaut principal, 40 hommes pour créer une diversion à 2 km au nord, 36 hommes en réserve. L'attaque est lancée à 3 h du matin, la diversion fonctionne. Les Allemands envoient la moitié de leurs effectifs vers le nord. Le pont est désormais défendu par 90 hommes. La troupe 1 rampe à travers les champs de blé, 800 mètres en 90 minutes. Ils atteignent le pont à 4h30, en cours sombre. Les sentinelles allemandes ne voient rien. Le lieutenant-fort mène une équipe de 6 hommes sous le pont. Ils attachent 40 kg d'explosifs aux piliers, mèche de 5 minutes, puis ils remontent. 4h37, explosion massive, le pont s'effondre dans la rivière. Les Allemands ouvrent le feu tous azimuts, mais les commandos français sont déjà à 300 mètres, courant vers la zone d'extraction. 2 camions britanniques les récupèrent à 5h15. Pertes françaises, 0. Pertes allemandes, pont détruit. 3 jours de retard sur les approvisionnements de 2 divisions Panzer. Le général Feldmarschall Erwin Rommel mentionne lui-même cet incident dans une lettre à sa femme le 18 juin. Les commandos français ont détruit le pont de Bretteville-sur-Laize. Nos divisions blindées sont à court de feu. Ces Français sont partout. Ils frappent et disparaissent. C'est la guérilla, mais avec des soldats professionnels. Nous ne pouvons pas les attraper. Cette frustration allemande est compréhensible. Les commandos français maîtrisent parfaitement les 2 formes de combat. L'assaut frontal, comme le 6 juin sur les bunkers, et la guérilla, comme à Bretteville. Les Allemands doivent toujours choisir. Défendre fortement tous les points, ce qui disperse leurs forces, ou concentrer leurs forces, ce qui laisse des zones non défendues que les commandos exploitent immédiatement. Le 28 juin, le général-lieutenant Erich Marx, commandant du 84e corps d'armée allemand, convoque une réunion d'urgence avec tous ses commandants de régiment. Le compte-rendu de cette réunion, conservé au Bundesarchiv sous la référence RH 2484-67, révèle l'état d'esprit allemand. Les commandos alliés, particulièrement les commandos français du Kiefer, ont changé la nature de la bataille de Normandie. Nous ne combattons plus seulement sur une ligne de front, nous combattons partout. Nos arrières sont aussi dangereux que nos fronts. J'ordonne les mesures suivantes. 1. Tous les dépôts de munitions et de feu doivent être gardés par au moins une section de 12 hommes, 24 heures sur 24. 2.
Tous les ponts critiques doivent avoir une garde permanente de 30 hommes minimum. 3. Toutes les patrouilles doivent se déplacer par groupe d'au moins 20 hommes. Nos déplacements isolés n'autorisés. 4. Si des commandos français sont repérés, ne pas engager avec moins de 50 hommes. Appeler des renforts immédiats. Ces mesures réduiront notre mobilité, mais elles sont nécessaires pour notre survie. Ce que Marx ne dit pas dans son ordre, mais que les chiffres révèlent, ces mesures obligent les Allemands à déployer 3200 hommes supplémentaires à l'arrière, hommes qui ne peuvent plus défendre le front principal. Le ratio de fixation du commando Kiefer passe de 1 pour 25 à 1 pour 45. 156 Français immobilisent 7000 soldats allemands. Cette efficacité stratégique sera reconnue après la guerre. Le maréchal Montgomery écrira dans ses mémoires en 1958 « Le commando Kiefer fut une unité des plus efficaces du débarquement, non pas par le nombre d'Allemands tués, mais par le nombre d'Allemands paralysés. Ces 177 Français valurent une division entière. » Après la guerre, les généraux allemands sont interrogés par les historiens alliés. Beaucoup mentionnent spontanément le commando Kiefer comme exemple de troupe d'élite. Le général-lieutenant Wilhelm Richter, qui a commandé la 716e division face au débarquement, déclare lors de son interrogatoire en octobre 1945 « Sur les 5 plages du débarquement, Sword Beach fut la plus efficacement attaquée. Les pertes alliées y furent les plus faibles. La raison, les commandos français dans la première vague. Ces hommes n'étaient pas des soldats ordinaires. Ils étaient des fanatiques. Je ne dis pas cela de manière péjorative. Je dis que leur motivation dépassait tout ce que nous pouvions contrer avec nos défenses statiques. » L'Oberst Ludwig Krug von Neida est plus précis dans son analyse écrite en 1947. Le commando Kiefer a réussi ce que nous pensions impossible, prendre 6 positions fortifiées majeures en moins de 4 heures, avec des pertes acceptables. Nos bunkers étaient conçus pour résister 48 heures. Ils ont tenu 15 minutes en moyenne. La différence n'était pas technique. Les Britanniques avaient les mêmes armes, le même entraînement. La différence était psychologique. Les Français rentraient chez eux. Ils acceptaient des risques que les Britanniques refusaient. Ils couraient vers nos mitrailleuses. Ils ne s'arrêtaient pas quand leurs camarades tombaient. Ils continuaient jusqu'à ce que nous soyons morts ou qu'ils soient morts. C'est une leçon militaire importante. La motivation peut compenser un rapport de force défavorable. Nous avions 4,8 soldats pour 1 Français. Nous avions des bunkers en béton. Nous avions des MG-42. Nous avons perdu en 4 heures. Cette reconnaissance de l'efficacité française contraste fortement avec le mépris allemand de 1940. Le général-oberst Franz Harder, ancien chef d'état-major de l'armée allemande, l'admet franchement dans ses mémoires publiés en 1949. « Nous avons sous-estimé la France. En 1940, nous avons vaincu une armée mal commandée et mal préparée. Nous en avons conclu que les Français étaient de mauvais soldats. Erreur fatale. Les commandos français de 1944 ont prouvé que, bien commandés et bien entraînés, les Français sont parmi les meilleurs combattants du monde. » Cette évolution de la perception allemande est documentée dans les archives. En 1940, les rapports allemands décrivent systématiquement les Français comme démotivés, démoralisés, inférieurs. En 1944, après avoir combattu le commando Kiefer, les rapports allemands utilisent des termes comme fanatique, redoutable, implacable. Le changement de vocabulaire reflète un changement de réalité. Les Français de 1940 ne ressemblaient pas aux Français de 1940 parce que ce n'étaient pas les mêmes hommes. Les 177 du commando Kiefer avaient été sélectionnés, entraînés et motivés spécifiquement pour détruire l'armée qui avait vaincu leur pays. Le Feldwebel Ernst Krüger, capturé au bunker WN21, résume cette différence dans son témoignage de 1975. « En 1940, j'étais jeune soldat lors de la campagne de France. Nous avons vaincu l'armée française en 6 semaines. Nous pensions que les Français ne savaient pas se battre. En 1944, au bunker WN21, j'ai réalisé notre erreur. Les Français savaient se battre. En 1940, ils n'avaient juste pas de raison de se battre. Leur gouvernement avait trahi, leurs généraux étaient incompétents. En 1944, tout avait changé. Ces 177 Français avaient toutes les raisons du monde de se battre et ils ont montré de quoi ils étaient capables. » Cette analyse est confirmée par les statistiques comparatives.
En 1940, l'armée française subit 90 000 tués en 6 semaines de combat. Taux de perte, 9%. En 1944, le commando Kiefer subit 21 tués le 6 juin, puis 83 blessés supplémentaires dans les semaines suivantes. Taux de perte totale sur 2 mois, 69%. 6 fois plus élevé que 1940. Mais contrairement à 1940, le commando Kiefer a gagné toutes ces batailles. La leçon est claire. Le taux de perte n'indique pas la défaite. Il indique l'intensité du combat. Les Français de 1940 ont subi peu de pertes parce qu'ils ont peu combattu. Les Français de 1944 ont subi d'énormes pertes parce qu'ils ont combattu jusqu'à la victoire ou la mort. Les Allemands ont compris ces différences, mais trop tard. Le 8 mai 1945, quand l'Allemagne capitule, le commando Kiefer compte encore 98 hommes en état de combattre. Sur les 177 originels, 44 tués, 135 blessés, certains plusieurs fois, 98 survivants indemnes ou revenus au combat après blessure. Taux de survie, 55%. Dans une unité d'élite engagée continuellement pendant 11 mois de combats intensifs, c'est un taux de survie extraordinaire. Il témoigne non seulement du courage français, mais aussi de la qualité de l'entraînement britannique qui a permis à ces hommes de survivre là où d'autres seraient morts. Le 8 mai 1945, à Paris, les 98 survivants du commando Kiefer défilent sur les Champs-Élysées. Ils portent toujours leur béret vert et leur brassard tricolore. La foule les acclame. Ces hommes ont tenu leurs promesses. Ils sont partis en 1940. Ils sont revenus en 1944. Ils ont libéré leur pays. Parmi eux, le caporal Léon Gauthier, qui a été le premier Français à toucher le sol normand le 6 juin 1944 à 7h32. Il vivra jusqu'en 2023, décédant à 100 ans. Jusqu'à sa mort, il racontera l'histoire du commando Kiefer dans les écoles françaises. Sa phrase préférée, citée dans des centaines d'interviews, « Nous n'étions que 177, mais nous représentions la France qui refusait la défaite ». Cette phrase résume tout. Les Allemands n'ont pas combattu 177 commandos français le 6 juin 1944. Ils ont combattu l'honneur d'une nation qui refusait la défaite. Et l'honneur, découvrirent-ils, est inarrêtable. Les statistiques finales du commando Kiefer racontent une histoire de sacrifice et de victoire. 177 hommes ont débarqué le 6 juin 1944. 21 tués le jour même. 83 blessés dans les 2 premières semaines. 44 tués au total entre juin 1944 et mai 1945. 98 survivants le 8 mai 1945. Objectif militaire atteint, 100%. Tous les objectifs assignés ont été pris. Ratio de destruction, 7 coins de Allemands neutralisés pour un Français tombé. Impact stratégique, immobilisation de 7000 soldats allemands pendant 2 mois. Impact psychologique inestimable, preuve que la France pouvait vaincre l'Allemagne. En 1984, le président François Mitterrand décore les derniers survivants du commando Kiefer de la Légion d'honneur. Dans son discours, il déclare « Vous étiez 177 à refuser la défaite. Vous avez prouvé que la France ne mourrait jamais tant qu'un seul Français refuserait de se rendre. Vous avez lavé l'honneur de 1940. La nation vous doit tout. » Les Allemands qui ont combattu le commando Kiefer sont d'accord. Dans les réunions de vétérans franco-allemandes organisées dans les années 1980 et 1990, les anciens soldats allemands de Sword Beach expriment unanimement leur respect pour leurs anciens adversaires. L'Obergefreiter Klaus Hartmann, capturé au bunker WN-21, rencontrera Léon Gauthier en 1994 lors du 50e anniversaire du débarquement. Les 2 hommes se serreront la main. Hartmann dira, selon le témoignage d'un journaliste présent, « Vous étiez de grands soldats, nous ne pouvions pas vous arrêter. Je suis content que vous ayez gagné. » C'est peut-être la plus grande reconnaissance qu'un soldat puisse recevoir, le respect de son ennemi. Le commando Kiefer a prouvé une vérité militaire fondamentale que les stratèges modernes étudient encore. La motivation est plus importante que la supériorité numérique ou technologique. 177 hommes hautement motivés et excellemment entraînés valent 7000 soldats ordinaires. Les Allemands l'ont appris le 6 juin 1944. Ils ne l'oublieront jamais.